Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Et oui, c'est la semaine d'Assassin's Creed Shadows, on vous l'avait dit, on va faire un gros focus dessus avec mes deux invités du jour. Benjamin Nequet de JVcom. Salut Melinda. Et bien le retour. Oui, le retour, ça fait un moment. Et oui. Merci pour l'invitation encore. On pourra parler ninja. Ouais, Hein, voilà. on a prévu ça capuche et tout. J'ai vu que tu étais en tenue d'assassin, c'est pas mal. Et attention, face à toi, parce qu'évidemment, comme dans le jeu, j'ai un duo. Pierre Le Goupil, le fin oui. Comment ça va? Ça va et toi? Merci encore pour l'invitation. Mon historien de service, j'aime bien. Parce que chaque fois que j'ai des questions histoire, c'est pour toi. Bon, on va essayer d'y répondre. Oui, j'ai aucun doute que ça va très bien se passer. Donc voilà, on va évidemment faire un gros focus, je vous le disais, sur Assassin's Creed. Mais avant ça, on a une petite actu à débattre. Je suis sûre que ça va vous intéresser. C'est parti pour l'actu à chaud. Et oui, messieurs, parce qu'il y a une petite info qui est tombée il y a quelques jours sur une vidéo interne de Sony qui a fuité. C'est une expérimentation, donc la vidéo a évidemment été très très vite retirée, donc on ne vous la montrera pas, qui montrait Aloy, l'héroïne de Horizon, Forbidden West et Zero Dawn avant, qui répondait à des questions des joueurs de manière très animée, des séquences qui n'étaient évidemment pas dans le jeu, et pour cause, eh bien, c'est une IA qui animait Aloy, qui animait ses mouvements faciaux, et qui répondait avec une voix de synthèse. Évidemment, ça a fait beaucoup parler, ça fait beaucoup réagir, jusqu'à l'actrice Ashly Burch, qui prête sa voix et ses traits un peu, enfin pas ses traits physiques parce qu'elle ne se ressemble pas du tout, mais ses mimiques à Aloy, et qui s'est inquiété pour l'intégrité artistique et les opportunités pour les acteurs humains. Pierre, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ? Alors, l'IA, de toute façon, ne va pas y échapper. C'est un outil qui prend de plus en plus de place dans l'industrie créative. Et de toute façon, on va l'utiliser. La question, c'est de savoir comment, et savoir aussi comment protéger les artistes. Là, on a parlé de l'actrice, et c'est vrai qu'il y a un gros souci en ce moment à Hollywood et dans le monde du jeu vidéo, c'est de savoir qu'en est-il de l'IA, qu'en est-il de leur image, qu'en est-il de leur voix. Et l'actrice, en fait, elle a raison de s'inquiéter là-dessus. Mais après, l'IA, ça reste un outil qui peut être utilisé à des fins vraiment, vraiment intéressantes. Là, on parle beaucoup, par exemple, là, on a parlé du fait de pouvoir interagir avec un personnage, mais il y a 1000 manières d'utiliser l'IA dans le jeu vidéo. On peut, par exemple, je sais pas, imaginer créer des mondes ou créer des comportements de PNJ comme dans un jeu à la style GTA. Là, comme tu l'as dit, c'est une expérimentation. C'est pas quelque chose qui va être Ils ont vite diffusé retiré, hein. tel quel. Mais après, alors il y a des raisons de s'inquiéter. Pour l'instant, non, mais il faut rester vigilant quand même. Benjamin, ça t'inquiète ou pas, toi, l'IA? Est-ce que tu vois un intérêt à amener l'IA pour faire interagir des personnages avec le joueur? Si ça peut rajouter un petit peu d'interactivité aux jeux vidéo, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est un peu, on va dire, inquiétant, comme tu le disais, Pierre. Mais on l'a vu en plus il n'y a pas longtemps avec, je crois que c'était Kingdom Come Deliverance. En fait, on voyait au niveau des doublages, en fait, on avait des personnages des fois qu'on croisait qui avaient l'air un petit peu en décalage en fait avec l'ambiance du jeu et qui pouvaient en fait briser un petit peu cette immersion-là. Et en fait, je pense qu'on aura vraiment du mal à remplacer des vrais comédiens de doublage en fait par de l'IA. Tu penses qu'au niveau des expressions, il y a quelque chose qui va... L'intonation, les intentions qu'on veut mettre derrière un dialogue ou une phrase. Non, je pense que c'est quelque chose qu'on aura vraiment du mal à reproduire en fait. Pourtant, aujourd'hui, mais ça évolue très vite. Hein. Il y a 3-4 ans, l'IA, on n'était pas du tout à ce niveau-là. Et justement, oui, on peut s'inquiéter de savoir si l'IA arrivera vraiment à imiter les vrais acteurs, à les mettre au chômage. Ça, c'est. Vous voulez dire qu'on n'aura pas de Game Awards de la meilleure performance à l'IA dans un jeu? Pourtant, l'IA, on en entend de plus en plus parler. On a montré dans cette émission des extraits de NVIDIA Ace, qui était la possibilité d'interagir dans une séquence de jeu avec des personnages. Ubisoft a montré aussi une séquence de jeu où on ajoutait de l'IA, mais là, c'était presque plus pour la trame de l'histoire. Microsoft, tout le monde y va néanmoins. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut des garde-fous à un moment pour dire il y a des choses qu'on peut faire à l'IA et des choses qu'on ne fera pas à l'IA. Il faut des garde-fous, il faut aussi une certaine responsabilité de la part des créateurs. Il y a beaucoup d'artistes qui vont, à mon avis, utiliser l'IA de manière comment dire, mesurée. Après, il y aura forcément des gens qui vont vouloir créer des jeux vidéo de A à Z en utilisant l'IA. On n'en est pas encore là, mais il faut rester extrêmement vigilant là-dessus parce que de toute façon, on va y avoir droit. On est plongé dans l'ère de l'IA actuellement. Est-ce que ça peut être intéressant quand même d'avoir un jeu? Parce que en fait, l'IA a été introduite pour avancer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire que le joueur soit encore plus immergé, encore plus impliqué dans la narration. Ça nécessite de l'IA, messieurs. Donc,
Est-ce que ça, on le garde ou pas au niveau IA? Ça doit rester un outil qui aide les créatifs, et pas plus. Ça ne doit pas remplacer les créatifs. Benjamin? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, c'est vraiment un outil. En fait, on peut le diaboliser à certains instants, mais il faut reconnaître qu'il y a certains avantages à l'utilisation. Mais il faut, en fait, ça évolue dans une sorte de zone grise, et il faut vraiment garder ça en tête et essayer d'en tirer le meilleur parti sans forcément tomber dans les dérives. Et aujourd'hui, on a encore un avantage, c'est qu'on sait encore discerner la patte humaine de la patte IA. Tu parlais de l'exemple des acteurs et de la voix synthétique. On voit tout de suite que c'est une IA. Après, combien de temps ça va durer, c'est la grande question. Et puis surtout, il y a une tendance à mettre aussi des acteurs connus dans des jeux. Est-ce qu'on garde leurs traits et on leur met une voix de synthèse à l'IA, enfin qui sera capable de reproduire, parce qu'on sait que l'IA aujourd'hui est capable de presque reprendre les intonations. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Et puis voilà, est-ce que les joueurs sont prêts à n'avoir que des personnages aussi doublés à l'IA? Ça, je suis assez d'accord sur l'impact émotionnel que ça va avoir. Donc voilà, c'était le sujet. Donc Sony, non, on ne veut pas encore de ça, sachez-le. On va passer au gros morceau, messieurs. La sortie d'Assassin's Creed Shadows, c'est pour ça que je vous ai fait venir, parce que vous avez mis la main sur le jeu qui sort ce jeudi. Selon Ubisoft, c'est l'entrée dans une 3e période. Alors voilà, j'ai eu Marc-Alexis Côté, qui est le responsable de la licence, et qui dit on est dans la 3e ère d'Assassin's Creed. Il y a une première ère qui allait du premier épisode jusqu'à Syndicate, c'était un peu la mise en place des mondes ouverts. Une deuxième de Origins, il dit Valhalla Mirage, comme quoi c'est un peu un package, qui était une tendance plus RPG. Cette 3e période, est-ce que vous avez vu quelque chose de marquant dans ce 3e qui irait dans ce sens? Alors déjà, première nouvelle, parce que moi j'ai l'impression qu'on est toujours dans la 2e période. Ça y est, Pierre, je crois qu'il est un peu d'accord avec moi. C'est vrai qu'on a un jeu qui est dans la lignée des précédents. On retrouve vraiment ce noyau dur qui a été instauré depuis Origins en 2017. Après, tout l'enrobage, évidemment, a été amélioré. C'est quand même un peu le summum de la formule open world d'Ubisoft, mais on reste quand même sur la même chose. Eh ben, tu sais quoi, tu vas me pitcher, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Okay. C'est parti, Pierre, tu as une minute pour nous raconter de quoi parle Assassin's Creed Shadows. Alors, Assassin's Creed Shadows, ça se passe en 1582, c'est une période charnière dans l'histoire du Japon. La période, si je dis pas de bêtises, Azuchi Momoyama. C'est une période où le Japon n'est pas unifié, où il y a vraiment une guerre civile, c'est Game of Thrones au Japon. Et dans ce contexte-là, nous, on suit des personnages qui naviguent un petit peu dans cette guerre civile, mais également une guerre dans l'ombre entre les shinobi, donc les assassins, et un ordre mystérieux qu'on doit traquer et combattre. Et du coup, nous, on joue 2 personnages, donc Naoe, qui est une shinobi, et Yasuke, qui est un personnage qui a vraiment existé. Ça, c'est une première pour l'histoire d'Assassin's Creed, qui est un esclave africain qui a été recueilli par Oda Nobunaga, qui est donc un seigneur de cette époque-là. Puissant seigneur. Puissant seigneur. Et c'est un personnage, donc on a très peu d'informations à son sujet, et Ubisoft utilise un petit peu les trous pour combler l'histoire et raconter sa propre intrigue. Il a bien résumé, Benjamin. C'était très bien. On peut plus clair, vraiment. C'est pas mal. Voilà, en effet, ces principes d'Assassin's Creed, sauf que là, on a 2 héros. On va revenir après sur cette nouveauté des 2 héros. Je voudrais qu'on parle du monde. Tu l'as dit, c'est un monde ouvert. On a l'habitude dans Assassin's Creed. On nous a promis un monde ouvert un peu nouvelle génération. Donc en effet, il y a la météo, il est très dynamique. Est-ce que ce Japon vous a plu ? Franchement, on en a discuté juste avant, et pour moi, c'est vraiment un des points forts du jeu, c'est-à-dire qu'en termes d'immersion, déjà on voit les améliorations du moteur Anvil, les possibilités liées aux saisons, comme tu le disais, et c'est quelque chose qui participe un peu à un renouvellement constant. On découvre par exemple telle région sur une session de jeu où c'est très enneigé. Notre session d'après, peut-être qu'on va les découvrir avec des sakuras en fleurs, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui, vu que la map est quand même un peu plus, on va dire, réduite que l'été Valhalla, elle était ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose du tout, parce que c'est vrai que des fois, les allers-retours, en plus, par exemple, à Origins, il y avait des contrées très désertiques où on pouvait faire des longues balades à chameau. Bon, là, c'est quand même assez vivant. Il se passe pas mal de petites choses. Des fois, il y a des villageois à aider, etc. Donc, on a vraiment l'impression d'être au Japon féodal, en fait. Et plus que ça, ils ont rendu aussi l'exploration plus organique. On a pu une map avec des milliards de points d'intérêt à aller voir. On les a pas. En fait, on les découvre au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt malin. Mais après, dans la construction du monde en elle-même, en vrai, on reste dans du grand classique Assassin's Creed. On reste dans la lignée Valhalla, même si, encore une fois, c'est un petit peu mieux fait quand même que le précédent jeu. Moi, j'ai un point sur la météo que je voulais partager avec vous. Enfin, je mets dans le même package la météo, les saisons,
et l'effet jour-nuit. J'ai trouvé que dans ce jeu-là, il y a beaucoup plus. C'est pas juste décoratif. Non. C'est-à-dire que, en effet, quand on va dans un même monde et qu'on y va, je vais dire, schématiser l'été ou l'hiver, ça donne des choses différentes. Ils ont beaucoup plus axé sur le bruit, le fait que voilà, s'il y a un lac gelé, on peut le traverser alors qu'on ne pouvait pas avant. Et moi, ça m'a donné, en fait, ça m'a apporté quelque chose de plus. Alors moi, je suis très infiltration, donc je ne vous dis pas quel personnage j'ai préféré, évidemment. J'ai trouvé que ça apportait vraiment une dynamique au jeu beaucoup plus intéressante. Faut faire vachement plus attention à l'environnement qu'auparavant. Est-ce que vous avez eu ce même effet ou c'est juste moi dans mon délire ? Alors, moi personnellement non, parce que justement ça m'oblige à passer trop de temps dans le mode photo. C'est un traquenard. Voilà, alors là, j'avoue que moi qui ne suis pas du tout mode photo, c'est un traquenard ce jeu. Ouais. Ouais. On a envie de faire des photos tout le temps. Avec les panoramas partout, c'est insupportable. Ça, c'est vrai. Donc, mais après, c'est vrai que ça apporte, ça reste un petit peu gadget, mais ça apporte quand même une couche supplémentaire. Tu trouves ça gadget ? Ouais, c'est un petit peu gadget. Je te rejoins là-dessus parce que je trouve que c'est assez superficiel en fait. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte à certains moments, mais au fil de nos actions, de notre progression du jeu, en fait, ce sentiment-là s'estompe et en fait, on le remarque plus vraiment. Ah, c'est vrai. Donc, moi, j'aurais eu tendance à dire. Alors, les images qu'on voit là, justement, c'est quand il y a ces bastons, c'est dans la neige, celle-là, non ? Oui. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je trouve que, moi, j'ai trouvé que c'était. Ça obligeait, alors je me prends peut-être trop la tête, à réfléchir autrement sur l'approche. Parce qu'on sait qu'on sur le bruit, notamment quand on joue avec Naoe, la notion de bruit est beaucoup plus subtile qu'avec Yasuke, qui est un peu un gros bourrin, pour schématiser. Donc il faut faire beaucoup plus attention au bruit, et j'ai trouvé ça intéressant comme jeu, c'est marrant. Donc, et puis, vous, pas du tout en fait, comme on le disait, on trouve ça un petit peu superficiel par moment, mais après, je te rejoins sur le fait qu'on est beaucoup plus dans la planification, en fait. Enfin, on est moins. Dans l'anticipation. Ouais, on est plus dans l'anticipation. Et c'est-à-dire qu'on réagit un petit peu aux différentes actions de ce qui va se passer. En fait, ça fait un peu effet boule de neige. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'aigle qui a été retiré, où on pouvait un peu observer par-dessus et de se dire, bon, ok, je peux aborder la situation de telle ou telle façon. Et là, en fait, c'est de se dire, bon, je vais éliminer telle cible, maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait. Il faut beaucoup plus chercher les points en hauteur. Enfin, ça, c'est si on joue avec Nao. Je préfère jouer avec Yasuke et on se pose pas ce genre de questions. Ah, t'as préféré c'est intéressant. On va y revenir au moment des personnages parce que c'est très bien. Justement, donc, moi j'ai trouvé le monde beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau aussi. J'aime beaucoup aussi l'aspect culturel qu'ils ont donné, enfin de faire attention. Alors il y a des petits messages, genre ne grimpez pas là-dessus, c'est un monument. La première fois qu'on voit un tori, c'est dire d'accord. Ça surprend. Le respect qui avait été un reproche qui leur avait été fait aussi de s'attaquer à une culture. C'est un des rares, je ne vais pas dire un des rares jeux, mais dans la saga Assassin's Creed, je pense que ça a été le plus touchy au niveau culturel. Je parle sous ton contrôle, Pierre. Non, mais d'un point de vue historique, sur l'apport historique, je pense, du Japon, plus attaché peut-être. Pas forcément, mais disons que oui, il y a eu quelques petites polémiques sur les ports, par exemple, mais après, ça reste. Dans tous les Assassin's Creed, il y a aussi cet aspect respect de la culture. Même dans le premier, en 2007, on démarrait le jeu, il y avait déjà ce message-là qui disait que l'équipe avait pris soin de reproduire fidèlement, avec respect, la culture des peintres. Après, pour ce qui concerne la reproduction du Japon en elle-même, c'est vrai qu'on sent une passion et un respect de la part des développeurs, même si, alors ça à mon sens, c'est quand même une représentation assez fantasmée du Japon. Occidentalisée. Mais ça, on le sait. Ça, c'est une constante dans les Assassin's Creed. Dans tous les épisodes, dans les jeux d'Occident. Images d'Épinal, mais après, il y a quelques petites. J'ai noté quelques petits anachronismes. Normal. Vas-y. Par exemple, le château d'Osaka, on a une cible à éliminer dedans. Il est là, il est fini. Et alors que le château n'existait pas à l'époque. Mais voilà, en vrai, ça reste quand même assez. Si on prend un scope de loin, ça reste quand même assez solide. C'est comme toujours dans Assassin's Creed, le cadre historique est là, après ça reste un jeu. Oui. Donc voilà, c'est comme la flèche de Viollet-le-Duc dans Unity qui n'existe pas, ou dans Mirage, c'est des détails. Pareil, des choses comme ça. Oui, vas-y. Et c'est intéressant parce que c'est totalement une philosophie inverse de Ghost of Tsushima. De toute façon, les deux jeux, on est obligé de les comparer. Il y aura Ghost of Yotei qui va arriver, donc forcément. Qui lui a pris vraiment le pari inverse de proposer un Japon qui est totalement fantasmé mais assumé. Et là, on est sur quelque chose qui se veut plus historiquement précis. Après, on reste dans Assassin's Creed, donc c'est une fiction. Fiction historique. Voilà, ça reste une fiction. Benjamin,
Toi, c'est le côté histoire. C'est quelque chose qui t'intéresse dans le jeu Ouais, non, ou- c'est vrai que l'aspect culturel très mis en avant par les équipes, c'était vraiment quelque chose qui renforçait vraiment l'immersion aussi, de voir l'attention aux petits détails en fait. Il y a toute une quête à un moment autour de la cérémonie du thé par exemple, Mm. où C'est- on nous explique comment faire pour pouvoir bien le reproduire, où on prend des cours. Et c'est interminable. Par oui, elle est très longue effectivement. mais- Ça fait partie des points, parfois, les longueurs qu'il y a sur certaines séquences. Et on va en même parler. dans la manière d'intégrer les activités annexes, c'est vrai que de pouvoir se rendre dans un temple, dans un sanctuaire pour prier, par exemple, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez intéressant et c'est bien de le mettre en valeur, je trouve. Les moments de méditation inattendus Ah oui, dans oui. le jeu, voilà, qui parfois appellent des séquences autres, je ne veux pas spoiler, mais c'est intéressant. On va parler des personnages, parce que ça, c'est quelque chose qui fait parler depuis l'annonce du jeu. Nous avons cette fois 2 personnages, donc on l'a dit, Naoe et Yasuke, 2 personnages complètement différents pour la première fois, au niveau gabarit et au niveau possibilité. Yasuke, personnage historique, bon, romancé, Oui. ils en ont fait ce qu'ils voulaient, mais surtout qui mise sur le côté bourrin. Oui, c'est À un fond. tank. C'est un tank. C'est un tank. Ouais. Et Naoe qui est sur l'infiltration, la furtivité. C'est quelque chose, moi je trouve, qui avait été effleuré du doigt dans Syndicate, Oui. où on avait Evie et Jacob qui avaient des potentiels différents, mais qui étaient utilisés à des moments figés. Là, cette possibilité de choisir hors des histoires personnelles l'approche, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, Benjamin ? Oui, c'est très intéressant. Là, en plus, ils avaient expliqué que, à part les portions cryptées qui représentaient, on va dire, à peu près 5% du temps de jeu, 95% du temps, on a le choix. En fait, c'est-à-dire que si on veut faire telle portion de l'aventure avec Naoe, on peut. Si on veut y aller avec une approche un peu plus frontale avec Yasuke, on peut aussi également. Donc c'est très sympa. Et surtout la complémentarité, en fait, le fait d'avoir de la variété dans les gameplays, dans les approches, dans les styles d'armes aussi. On sent vraiment la différence, je trouve, à ce niveau-là. Ils ne combattent pas du tout de la même façon. Mais après, moi, dans l'émission, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Après, je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux fait parce que dans l'open world, en fait, on a tendance à jouer que Naoe. C'est la seule qui peut grimper partout. C'est la vraie seule assassin. qui peut explorer. Quand on joue avec Yasuke, on n'est même pas capable de grimper un muret. Donc c'est compliqué. La première fois, ça surprend quand Ouais. même. Yasuke, quand on veut le faire grimper au mur, puis qu'on réalise que c'est pas possible. Naoe est une vraie assassin dans le profil aussi. C'est vraiment l'ADN de la saga, je trouve. Ouais. En fait. Et elle a un potentiel vraiment fou, je trouve, qui se développe tout au long de l'aventure. En fait. Et même au final, sa fragilité, elle s'estompe petit à petit, je trouve. Parce que même frontalement, des fois, elle est quand même capable de faire de sacrées prouesses. J'en déduis, Benjamin, que tu as joué plus avec Naoe. Ouais, j'ai eu un petit fall pour le gameplay de Naoe. Et Pierre, plus Yasuke. Alors, en mission, oui, mais comme je disais, dans l'open world, il faut jouer Naoe. De toute façon, on n'a plus trop le choix. Donc, mais plus Yasuke quand même. Ouais. J'aime bien rentrer dans le tas, moi. C'est le côté bourrin. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup marrer, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que si vous refaites la mission avec des personnages différents, le monde autour de vous évolue différemment. C'est-à-dire que vous êtes en ville, les gens n'ont pas la même attitude face. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ce côté, vraiment là, on rentre dans quelque chose. Et c'est là où je pense qu'on arrive dans cette fameuse 3e période. Oui. C'est-à-dire que le monde interagit aussi avec vos choix vraiment plus qu'avant. Alors, on se souvient de la première fois qu'on a vu la foule, c'était dans Unity. C'était beau, il y avait plein de monde. Là, j'ai trouvé qu'on avait une foule qui, en plus, était apte à réagir en fonction du personnage que vous avez choisi. Et donc, évidemment, si c'est Naoe, ils sont moins, je vais pas dire sur la défensive, mais moins arrêtés que si c'est Yasuke. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... on est aux prémices de quelque chose de plus interactif dans les jeux aussi. On parlait de l'IA tout à l'heure, mais on n'a pas forcément besoin. Mais de plus vivant, de plus immersif ou pas? Ou c'est gadget? Vous avez le droit de me dire comme la météo, non, c'est gadget. c'est la manière de construire le monde aussi. Après, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de jeux qui le faisaient avant. Oui, mais là, on a 2 personnages. Donc, on voit vraiment la différence entre les deux quand on les fait à la suite sur une même quête. Après, ça, pour moi, ça reste un petit peu gadget. C'est vrai que quand on est dans Assassin's Creed, on prend pas le temps de se balader dans la rue, de prendre notre temps, on grimpe partout et on y va. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup trop. Donc ouais, pour moi, c'est encore un peu gadget. Alors, bilan de ce Assassin's Creed Shadows, Benjamin. Pour moi, je pense que Ubisoft a réussi son pari en fait en voulant faire un jeu à la fois efficace, grand public et calibré. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment la formule Ubisoft. Donc, si vous aimez les jeux Ubisoft, les mondes ouverts à la Ubisoft, vous risquez de ne pas être déçu. Moi, ce que je reproche un petit peu cependant, c'est qu'on retrouve encore les défauts de la saga. C'est un peu redondant. On n'est pas surpris. Ouais, voilà. Il y a encore des petits soucis au niveau de l'IA, je trouve, en fait, qui peuvent un peu, d'un côté, sortir de l'immersion quand on veut jouer la discrétion pure et dure. Et aussi les combats, des fois, où on voit en fait des adversaires qui sont un peu passifs.
qui hésitent un petit peu à nous attaquer ou qui font souvent les mêmes attaques. Donc en fait, on a cette espèce de gameplay un peu machinal qui se met en place. Donc c'est un peu dommage, mais en termes d'immersion, de dépaysement, en fait, c'est surtout ça qui, on va dire, conduit toute notre aventure et qui nous donne envie d'explorer. Alors Pierre, il a des mais, c'est pour ça que je le garde pour la fin. Alors moi, je trouve que objectivement, c'est un bon jeu, mais je fais partie de ces personnes qui sont lassées de la formule Ubisoft Assassin's Creed. Les nouveautés n'ont pas suffi là. Les nouveautés n'ont pas suffi. Valhalla, j'avais décroché au bout de 10 heures. Là, j'y ai joué un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression de faire la même chose. On voit qu'il y a des efforts qui ont été faits, on voit que l'enrobage est un peu différent, mais au final, le noyau reste le même. Et c'est vrai que si vous en avez soupé de Valhalla, si vous en avez soupé d'Odyssée, comme moi, en fait, on s'ennuie très vite. Et surtout, le début est très poussif, ça faut le dire. Les premières heures sont très longues, il se passe pas grand-chose et ça risque d'en décourager plus d'un. Il faut rester dedans. C'est vrai que j'ai trouvé le début un peu... En fait, la mise en place des histoires est très intéressante, mais c'est long. Oui. Je vous rejoins sur pas mal de choses. C'est un Assassin's Creed. Pas de surprise, on est dedans. Moi, je salue vraiment la qualité visuelle de ce jeu que je trouve somptueux. En effet, il y a des efforts qui ont été faits. Rien à redire. J'aime beaucoup le coup des deux personnages parce que c'est ce que j'attendais depuis longtemps. J'avais été frustrée quelque part dans Syndicate de ne pas pouvoir choisir quand je voulais tel personnage ou l'autre. Les longueurs. Et en effet, il y a une mécanique de répétition qui est la même. Alors, est-ce que c'est pas une marque de fabrique Assassin's Creed, j'ai envie de dire, au bout d'un moment Si, mais qu'on passe devant le 50e château où il faut éliminer les 3 samouraïs pour avoir le trésor, au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Pour moi, c'est la redondance, la répétition des actions est un peu le truc. C'est ça, en fait, mais je trouve qu'il y a... Est-ce que c'est le jeu qu'on attendait ? Est-ce que c'est le Assassin's Creed qu'on attendait ou pas pour qu'il refasse aussi un peu surface ? Finalement, oui, je pense que c'est tout ce qu'on attendait, aussi bien en positif qu'en négatif, malheureusement. En fait, c'est ça le truc. Ils ont joué la sécurité à fond. Et est-ce que ça va payer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, les fans seront aux anges. Ceux qui aiment la formule seront aux anges. Alors moi, je n'avais pas aimé Valhalla, donc j'ai été ravie de celui-là. Valhalla. Alors, je sais pas si c'est la période, si c'est le style du jeu ou pas. Je n'avais pas du tout accroché à Valhalla. Je pense que je dois avoir 15 heures de jeu peut-être. Non, je dis ça, je dois en avoir plus en fait. Parce que j'ai testé, mais j'ai vraiment pas du tout accroché. C'était trop grand, trop gros, trop tout. En fait, pour moi, là, j'aime bien le côté un peu resserré aussi. Oui. C'est plus ramassé, mais ça reste dense en termes de contenu. Au niveau de la durée de vie, je pense que si les joueurs ont vraiment envie de faire le 100% ou de faire tous les contenus, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai trouvé que pour une fois, il y avait le choix. Justement, le fait que ce soit resserré, c'est bien que tu en parles, parce que j'avais adoré Mirage pour ça. Je trouvais que c'était un épisode qui avait réussi à se recentrer, à proposer vraiment la moelle d'Assassin's Creed, et j'avais adoré cet épisode-là. Et là, j'ai l'impression de retourner dans un monde qui est totalement dilué. En fait. On est entre les deux. Je trouve qu'on est... Alors, Mirage était censé être un DLC, c'est peut-être aussi, ceci explique cela. Mais on est entre les deux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aime bien le côté où, si vous voulez faire que des quêtes, vous pouvez. Si vous voulez revenir sur l'histoire principale, je trouve que là-dessus, sur le profil des joueurs choisis, il y a un peu, chacun peut aller prendre ce qu'il veut. Donc voilà, c'est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Voilà, vous avez eu les avis de ces deux messieurs qui ont passé des heures et des heures dessus, moi aussi. J'y retournerai, parce que j'aime beaucoup le décor. On va passer à quoi on joue, parce qu'il y a quand même d'autres jeux à part Assassin's Creed, surtout si vous n'avez pas envie de jouer à Assassin's Creed. Et oui, parce qu'il y a quand même des jeux qui osent sortir face à Assassin's Creed, comme quoi Ubisoft fait nettement moins peur qu'avant, ou peut-être juste parce que c'est Nintendo et qui s'en foutent. Voilà, on va dire les choses comme il faut. Oui, non, mais c'est ça, Nintendo fait les choses dans son coin. Vu qu'Assassin's Creed n'est pas encore sur Switch, cette semaine, il y a un jeu qui sort sur Nintendo Switch. Peut-être le dernier gros jeu qui arrive sur cette Switch première génération, c'est Xenoblade Chronicles X. C'est ça. Et en fait, c'est un moment important pour la saga Xenoblade, parce que les joueurs peuvent enfin profiter des 4 jeux sur Nintendo Switch. Le premier était sorti, il me semble, le premier Xenoblade Chronicles était sorti sur Wii. Sur Wii, hein. Sur Wii. Ensuite, il y a eu Xenoblade Chronicles X qui est sorti sur Wii U. Et petit à petit, la série s'est installée sur Nintendo Switch. Et là, la collection est complète. Donc les joueurs l'attendent vraiment avec impatience, parce que c'est, en plus de ça, la dernière, on va dire, grosse exclusivité Nintendo Switch qui est datée vraiment, en fait, avec une vraie date de sortie. C'est vrai qu'on ne sait rien d'autre, on attend. Et on attend patiemment ce fameux direct. Et alors, moi, on me parle très souvent de Xenoblade. On me dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas quand ça sort et tout. Donc là, j'en parle. Explique-nous pourquoi ça marche autant, ça plaît autant. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je pense que c'est vraiment le dépaysement total qu'offre la licence, en fait. Et aussi le travail effectué par Monolith Soft. Il faut le reconnaître, parce que ils ont une façon de construire les mondes avec un gigantisme incroyable.
Et on se perd dans ces contrées-là qui sont en open world. Enfin, du moins pour celui-là, les précédents étaient en espèce de monde semi-ouvert. Où voilà, en fait, il y a ce côté à la fois SF, fantastique, où on effectue des quêtes, où il y a des personnages avec une histoire marquante. C'est surtout ça qui avait plu aux joueurs. En fait, c'était cette dimension, on va dire, conflictuelle, où on essaie de cerner ce qui se passe. Il y a une dimension assez philosophique et métaphysique sur pas mal de choses. Donc, je pense que c'est ça qui plaît aux joueurs, en fait. C'est ce mélange entre, en plus, un gameplay qui est très, très complet. Il y a beaucoup de choses. On peut passer, je sais pas, une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, trentaine d'heures et découvrir encore des choses. Là, en plus, en l'occurrence, là, je crois que dans Xenoblade Chronicles X, on débloque les mechas qui arrivent très tard dans l'aventure et qui permettent justement de survoler toutes les régions de manière assez fluide. Donc, changement d'ambiance, pardon. Et moi, j'ai une question de béotien. Si on n'en a jamais fait un, est-ce qu'on peut commencer la série avec celui-ci ? Oui, je pense, parce que c'est peut-être le plus accessible, on va dire, parce que c'est vrai que l'histoire est un peu en retrait dans celui-là. Mais en termes de système de jeu, surtout que là, ils ont quand même fait pas mal d'améliorations. Il y a un aspect tactique, temps réel, où on enchaîne les compétences, et c'est quelque chose de très complet. Donc ouais, je pense que... Et puis c'est le premier en monde ouvert, donc vraiment... Si vous voulez passer des heures à aller à droite à gauche, un peu à la manière de Breath of the Wild ou TOTK, non, je pense que c'est un bon épisode pour commencer la licence. Donc voilà, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Oh là là, ça fait à rallonge. Disponible sur Nintendo Switch. Si vous avez plein d'heures aussi disponibles, eh bien vous pouvez faire comme l'ami Pierre, qui va très vite m'expliquer pourquoi sur World of Warcraft, qu'il adore, il a trouvé le moyen de passer encore plus d'heures. J'y passe beaucoup trop de temps parce que World of Warcraft a accueilli un nouveau patch il y a 2 ou 3 semaines qui s'appelle Termine, qui est une petite extension à elle toute seule qui rajoute une nouvelle zone immense, des milliers d'activités, un nouveau gameplay aussi, un nouveau raid, des nouvelles instances. Donc c'est une extension, enfin un patch qui est très bien fait et qui, pour moi, est vraiment le symptôme de la renaissance de World of Warcraft. On sait que le jeu, il a eu un petit passage à vide ces dernières années. Là, ça reprend bien. Et c'est vrai que ce patch qui est gratuit, qui disponible inclut, sur PC, que sur PC, qui est inclus dans l'extension The War Within, montre que Blizzard en a encore sous le capot, veut encore expérimenter, veut encore offrir quelque chose d'original et de drôle aux joueurs. Et j'y passe beaucoup trop de temps. Et là, je vois les images derrière toi, j'ai envie d'y retourner. Heureusement, l'émission touche à sa fin. Il va pouvoir y retourner. À défaut de jouer à Assassin's Creed Shadows, parce que voilà, il préfère être sur World of Warcraft. Moi, je vais terminer vite fait pour faire un petit teasing, parce que j'ai commencé à tester Inzoi, qui est donc censé être le Sims Killer annoncé, qui arrive le 28 mars en Early Access. Ce sera une version qui est aux prémices. Alors, premier ressenti après quelques heures de jeu, vous voyez les Sims ? Eh bien, vous le mettez sous Unreal Engine 5 et vous avez Inzoi. Non, c'est très beau. C'est assez bluffant. Il y a plein de choses à faire. Je pense quand même, moi j'ai un très bon PC pour le tester, que ça va nécessiter quand même d'avoir une machine qui tourne bien. J'attends de voir la suite parce qu'il y a beaucoup de quêtes, on vous lance facilement faire des missions. En tout cas, voilà, déjà visuellement, c'est une assez grosse claque graphique. Mais alors pour le reste, honnêtement, j'ai mes automatismes des Sims, mais 1500 heures sur les Sims depuis le début, ou je ne sais combien. Je ne suis pas perdu du tout dans ce qu'il y a à faire. Il faut quand même le dire. Et on parlait d'IA, je crois que c'est un jeu qui inclut l'IA. Qui est complètement l'IA. Il y a des options dedans pour justement automatiser des tâches, les gens. Un truc hyper freaky, quand vous créez votre personnage, vous pouvez, avec votre smartphone, scanner votre visage et c'est vous qui animez le visage du personnage. C'est extrêmement flippant, je le dis. Je l'ai fait, quand vous avez votre personnage que vous venez de créer qui bouge comme vous. C'est horrible, mais voilà. Mais on en parlera plus longuement quand j'aurai beaucoup plus d'heures et que le jeu sera officiellement sorti en Early Access le 28 mars. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Merci à vous d'être venus. Pierre, on te retrouve sur Phone Android. Voilà, pour les prochains jeux qui arrivent. Pour les prochains jeux, il y en a beaucoup. Donc, si vous ne le voyez pas, il est en train de jouer à World of Warcraft. Sachez-le. Et Benjamin, sur JVCom. Sur JV, ouais, exactement. Avec plein de choses, plein de contenu aussi sur Assassin's Creed. Exactement. Et les autres jeux qui arrivent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Et une petite console, ni vue ni connue. On reparlera très très vite. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et en replay aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis sinon sur la plateforme RMC, BFM Play, j'ai rien oublié. Si, les podcasts, on est en podcast partout et même les précédents épisodes. Et pour la semaine prochaine, eh bien on vous réserve une petite surprise, une petite découverte. Voilà, soyez au rendez-vous. Ce sera pour la semaine prochaine, peut-être un petit peu en avance. Surprise, surprise. En tout cas, jouez bien, Assassin's Creed.
Xenoblade ou World of Warcraft, vous avez le choix et des heures à perdre ce week-end. Et nous, on vous dit à très vite.